C'est rouge, hein. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est rouge? On vend? On achète. Le truc, c'est que c'est très rouge, mais ça dépend de quel time frame on prend. Tu vois là, c'est vert. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est vert? On achète? Bon, salut à tous les gens qui sont tombés sur cette vidéo totalement par hasard, j'imagine. Ou si vous êtes tombé dessus, c'est que vous avez un petit truc pour la crypto, que ce soit la tech ou la money. J'ai voulu commencer un truc comme ça, je me suis dit, je voulais montrer un peu que si on n'investissait pas n'importe comment et avec des bonnes recherches, on pouvait encore faire de l'argent avec la crypto. Et du coup, je vais faire une petite série où on va essayer de passer de 50 balles, 50 euros, je vais commencer avec 50 euros, et on va essayer de faire 1 million. Voilà, de 50 à 1 million, et tous mes placements, je vais les faire sur YouTube, je vais faire une vidéo toutes les semaines, donc tous les mercredis, et puis on va voir où ça nous mène. Je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi je fais tel placement. Et puis je sais qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes dans la crypto récemment, vu l'ampleur que ça a pris. Je vais essayer de faire profiter les gens de ma modeste expérience que j'ai acquis sur les 2 ans que je passais dans la crypto. Et bah, du coup, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Parfait. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous montrer, que je trouve fondamentale pour comprendre comment marchent les cycles et pourquoi les cryptos montent et descendent et comment, c'est pas du tout lié au hasard ou aux news ou quoi que ce soit. En fait, toutes les cryptos suivent globalement le Bitcoin, avec un peu de décalage. Les alts suivent en général avec un tout petit décalage, ça dépend du mouvement, mais souvent ça va être entre 4 jours et 2 semaines après. Ça monte pas vraiment quand il y a des gros pumps en même temps. Par contre, quand ça chute bien, hein. Quand Bitcoin perd 10%, sur les alts, on prend généralement 15-20. Pas ce qui s'est passé hier, c'est pas exactement ce qui s'est passé hier, parce que c'est globalement une mini explosion de bulle, je dirais. Mais le plus important pour comprendre tout ça, je trouve, c'est de regarder les aspects temporels. Parce qu'en fait, le temps, c'est bien plus important que n'importe quoi en crypto, ou que les prix ou quoi que ce soit, tout ça. En fait, si vous voulez, le prix, ça dépend juste du nombre de gens qui sont investis dans un projet. Ça marche avec tout, hein. Et avec la crypto, si le prix est aussi haut à 50 000 et pas à 500, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'argent et de monde dedans. Mais en fait, à la base, la réflexion mentale et le comportement qui amène à ces évolutions de marché, c'est humain. Donc en fait, un groupe de 50 personnes en moyenne aura les mêmes réactions et les mêmes dispositions à avoir une certaine réaction qu'un groupe de 50 000 personnes. C'est juste que ça va le faire avec beaucoup plus d'ampleur. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez les comportements des gens pendant un bull run ou lors d'un bear market, quand ça descend, c'est souvent les mêmes, peu importe le prix du Bitcoin. Et ça, je trouve ça intéressant parce que en fait, le Bitcoin, il est régi par un seul, globalement, par une mécanique simple qui permet de rendre le Bitcoin de plus en plus rare, c'est le halving qui arrive tous les 4 ans. Et en fait, tous les bear markets et les bull markets sont conditionnés par le halving. Et je voulais juste vous montrer un truc très important. Donc là, je suis sur la charte du bull run de 2014, 2013-2014, qui fait suite au halving qui a eu lieu en juin 2012, si je dis pas connerie, était 2012, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, on le voit bien ici, c'est que le prix est passé aux alentours de 120 dollars, à peu près ici, jusqu'à son top de 2013 qui est de 1139 dollars. Après, c'est approximatif parce que c'était à l'époque, c'était un peu moins bien renseigné que maintenant, un peu moins de sources. Mais là, on est sur un x10 à peu près. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la courbe et le temps qu'elle a mis pour atteindre son top par rapport à son niveau de stabilisation. Et le temps qu'elle mettra ensuite à atteindre son prochain bottom. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, vous savez quoi, on va regarder une charte après l'autre. La première de 2013, pardon, du halving de 2012, elle a mis entre septembre et octobre 2013 à décembre 2013 pour top. Donc c'est 4 mois. Donc en fait, on peut dire qu'elle a fait son bull run en 4 mois. Après, avec les petites fluctuations, on peut dire que ça, il y a encore des gens qui ont pu rentrer ici et sortir là. Voilà, on va dire que ça fait 5-6 mois. Moi, j'aime bien dire entre 4 et 6 mois. Je trouve que ça correspond assez bien. Et si on regarde le bear market qui s'ensuit, il a duré 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, avant le bull run de 2017. Donc en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que les cycles, c'est un halving tous les 3 ans et demi, 6 mois de bull market, de grosse euphorie, tout le monde s'enflamme, tout le monde pense que Bitcoin va aller à 1 million machin, et
qui est suivi en général de 2 ans et demi à 3 ans de bear market, où tout le monde pense que allez, ça va rebondir, allez, ça c'est le bottom, on achète, on achète, on achète. Au final, tu as un prix de revient qui est beaucoup plus haut que le prix général, enfin moyen du Bitcoin, puisque les bull runs durent que 6 mois. Et il n'y a pas vraiment de dip. En fait, ça suit les cycles. Et ça, je trouve que ça se voit bien parce que ça se confirme avec le bull run de 2017. Puisque si vous regardez entre ici, où c'était entre 1000 et 2000, quand ça a commencé à monter, on va dire là, ça a été le début du bull run, voilà, septembre 2017. Ça s'étend jusqu'à janvier-février 2018. Et ensuite, bear market jusqu'au 3000, ici, qui était du coup 2 ans et demi, 3 ans après. Après, c'est un peu tronqué, je devrais tirer jusqu'ici. Voilà, avec le dip de mars 2020. Donc ce qu'on a déduit ici, c'est que les bull runs durent entre 4 et 6 mois. Donc ici, ça a commencé à bien monter vers septembre-octobre 2017 et ça s'est fini en janvier-février 2018 encore. Où est-ce qu'on se trouve là actuellement? Très simple, troisième cycle, qui a commencé en septembre-octobre 2020, ici, jusqu'à maintenant, février. Là, on est le 23 février à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On est à peu près on est dans les temps, hein. Là, ça va faire 6 mois presque, ça va faire 5 mois. Donc on est dans les 4 à 6 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'achète jamais de la vie. On n'achète pas de Bitcoin en tout cas, et ni Ethereum. Il fallait le faire en mars, il fallait le faire en septembre, quand c'était à 10 000. 10 000. En mars, bon, c'était un peu... Pendant la crise, 3000, c'était le meilleur achat, mais bon, tout le monde avait un peu peur, je peux comprendre, c'est humain. Mais par contre, septembre à 10 000, ça me paraît assez correct de poser là à ce moment-là. Et là, on est déjà à x5, x6, même avec le top à 60 000. Mais si on prend vraiment les 3000 de mars, on est même à x20. Donc, on est plutôt sur un top. Après, j'exclus pas que ça continue, que ça dure 1 ou 2 mois de plus. C'est pas une science exacte. Après, j'exclus pas que ça dure 1 ou 2 mois de plus et peut-être qu'on touchera 90, 100 000. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a plus de probabilité que le Bitcoin ne monte sans s'arrêter jusqu'à 1 million ou qui respecte les cycles qu'il a toujours respectés et qui reviennent toucher 10 000, 15 000 pour retracer dans les 2 ans qui arrivent et ensuite repartir en bull run jusqu'à peut-être 300, 400, 500 000 dans 3 ou 4 ans. Moi, je pense que le marché, et ça, c'est pas que les cryptos, le marché donne toujours raison aux habitudes. La vérité, c'est que à chaque fois qu'il y a un bull run ou même un mouvement baissier, ça marche dans les deux sens. La plupart des gens disent ouais mais cette fois-ci c'est différent, ouais mais cette fois-ci ça va baisser, ouais mais là les news sont trop bonnes, ça va forcément faire que monter. Et au final, ça fait 100 ans que les marchés financiers existent et ça fait 100 ans que le marché respecte ses figures, respecte ses cycles. Et il y a pas, c'est pas parce que vous pensez que cette fois-ci c'est différent ou que maintenant il y a Twitter ou que maintenant il y a Facebook ou je sais pas quoi, quand Internet est arrivé, tout le monde se dit aussi pareil, ça va changer. Ça ne change rien, les cycles sont les cycles et encore plus avec le Bitcoin où on sait quand ces cycles vont arriver. C'est tous les 4 ans, les halvings, il y a des dates, on sait ce qui se passe, ça divise la récompense des mineurs par 2, ce qui le rend plus rare, ce qui le rend moins généré, on sait que ça va faire monter son prix et on sait quand ça arrive. Donc je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour savoir que c'est pas le bon moment pour en acheter et que l'année dernière c'était le bon moment pour en acheter et que dans 2 ans ce sera le bon moment pour en acheter. Donc pour l'instant, on va essayer de faire fructifier ces 50 balles, pas dans le Bitcoin, pas dans l'Ethereum. Ce qu'on va essayer de trouver, c'est des moyennes capitalisations avec des gros fondamentaux et en deux, des plus jeunes projets qui viennent de démarrer ou qui sont liés à un écosystème qui est grandissant et pas lié au Bitcoin. J'ai envie de dire ni à l'Ethereum. Je ne vais pas investir dans un truc qui est lié à l'Ethereum en ce moment parce que, comme dit, ça top et en plus, au vu de l'état du réseau Ethereum actuellement, je trouve que c'est pas bon signe pour le développement général du réseau. Moi, je fais juste un petit tour sur Station qui indique en fait les frais de transaction liés au réseau Ethereum. Ça veut dire quand vous faites des transactions avec MetaMask ou sur des échangeurs décentralisés qui font payer les frais en Ethereum comme Uniswap, El Famoso Uniswap, vous allez payer un certain nombre de gaz par transaction. Point nouveau, c'est en fait c'est un prix en Ethereum que vous payez par transaction et ça dépend en fait, c'est un peu aux enchères. Ça veut dire que chaque transaction, vous devez définir c'est vous-même qui définissez les frais de transaction, même si la plupart des wallets vous en proposent une qui va sûrement passer. Vous pouvez la changer et mettre celle que vous voulez. En fait, c'est celui qui met la plus haute qui va passer avant les autres. Du coup, quand il y a beaucoup de gens sur le réseau, chacun met à chaque fois plus haut pour faire passer sa transaction. Et au final, bah, c'est un peu, c'est aux enchères. Donc le prix fait que monter si on est beaucoup ou si on est trop sur le réseau. Et donc en ce moment, les fees,
c'est ce qui est marqué en rose, en bleu et en vert. Donc si aussi c'est des transactions simples, vous allez payer 175 gwei, donc c'est du gaz. Et ça, c'est équivalent à peu près 8 à 10 dollars. Donc 8 à 10 dollars par transaction, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très cher. Je trouve ça très cher. Même pour des petites transactions, hein. Vous voulez leur envoyer 15 balles, il vous faut 10 balles. Donc voilà. Et là encore, ces dernières semaines, c'était même plus. C'était même dans les 15-20. Ça dépend vraiment à quel moment de la journée vous regardez. Et très important à savoir surtout, c'est que quand vous faites des transactions sur le réseau Ethereum et qu'elles passent pas, vous perdez vos frais. Ça veut dire que si vous avez payé 10 euros, 10 dollars pour faire passer 15 dollars et que la transaction ne passe pas parce que vous n'en avez pas mis assez, vous avez de nouveau vos 15 dollars. Par contre, les 10 dollars, ils sont perdus. Ça veut dire que vous allez devoir refaire une transaction, repayer 10 dollars. Donc au final, vous avez payé plus que ce que vous avez transféré. C'est pour ça que, bon, la plupart du temps, en ce moment, les gens font ça avec des grosses sommes. Je dirais minimum 150 balles. Parce que bon, ça fait quand même mal au cul les frais de transaction, là. Donc je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui débute, qui a 50 dollars, qu'il a dûment gagné au travail et qui se dit tiens, en ce moment la crypto ça pète bien, j'ai envie de poser sur le futur Bitcoin, le truc qui va me rendre millionnaire. Donc il se dit tiens, c'est quoi le truc pour acheter de la crypto? Tiens, Binance, je connais pas. Enfin si, j'en ai entendu parler, j'ai un pote qui utilise Binance et tout machin. Let's go. Ça va bouger. Bon. Ok, donc je suis sur Binance. Est-ce que je vois tout dans le rouge? Tiens, c'est le moment d'acheter. C'est pas le moment de vendre. En général. Là, c'est pas mon avis en ce moment, mais en général, vous voyez du rouge, c'est bon. Vous voyez du vert, commencez à penser à votre prochain mouvement. C'est à ce moment-là qu'il faut se préparer au pire. C'est pas quand c'est déjà dans le rouge. Pire idée. Vous appuyez sur Exchange. Et vous arrivez là. Vous arrivez sur le plan de travail. C'est là qu'on bosse en fait. Alors moi, déjà, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais me renseigner. Je vais pas acheter n'importe quoi. Et comment je fais pour me renseigner? Deux choses. Twitter, YouTube. Twitter, le plus important par contre, c'est... comment dire? C'est le plus gros nid à merde qui existe et ça c'est véridique aussi dans les cryptos. En fait, va falloir faire un gros tri dans votre Twitter. Déjà, vous devez suivre que des influenceurs crypto, mais d'un autre côté, la plupart des influenceurs crypto, ils vous racontent tout leur contraire. Et pour ça, en fait, il faut faire le tri et en fait apprendre à connaître les gens qui tweetent pour savoir un peu leurs biais mentaux. Et les gens qui sont tout le temps bear, ils pensent tout le temps que ça a baissé, ils vont tout le temps tweeter que ça a baissé. Ils vont tout le temps tweeter, faites attention. Il y a des gens qui sont full euphorie, qui sont tout le temps en mode ouais, go 100 000, go 1 million. Pff. Et des gens, quand c'est à 10 000, ils étaient là en mode ouais, go 30 000 et tout. Il y en a que c'est à 30 000, ouais, go 60 000. Genre, ils vont toujours vous dire que ça va monter. Donc, c'est pas des indicatifs de ouf. Celui que je peux vous proposer, c'est Cryptomatrix. Cryptomatrix, c'est un boss. C'est celui en fait qui m'a tout appris presque. Ça fait 2 ans que je le suis. Il fait une vidéo par jour d'ailleurs. C'est un peu, il fait des vidéos, il fait un peu des revues journalières de ce qui se passe dans les cryptos. Et il fait en même temps des revues sur le fondamental, sur le chartisme. En même temps, il est hyper, comment dire, il vous répond souvent et tout dans les commentaires. Même si Twitter vous envoie un message, il vous répond. C'est un boss. Bref, j'ai que des éloges sur lui, 10 sur 10. D'ailleurs, big up, il est en tendance. Ça, c'est vraiment propre. Et ensuite, ouais, parlez anglais. Apprenez l'anglais. Regardez des séries en anglais. Lisez des articles en anglais. Parce que la plupart des influenceurs crypto, bah, c'est des Américains ou des gens qui parlent anglais. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais mettre en avant juste un truc, je tombe dessus ici. Un mec qui publie, je préfère me rouler dans un champ de cactus plutôt que de toucher au levier. 100% raison. Les leviers, je vous déconseille. J'ai perdu beaucoup d'argent comme ça. Parce qu'en fait, les mouvements de marché font que si vous êtes en x4, bah, ce qui s'est passé là, vous êtes à 0 euros. Voilà, à moins 25% et c'est ciao, voire même moins, ça dépend de plein de trucs en fait. Et hier, il y a eu 645 000 traders qui se sont retrouvés à zéro liquidés, donc c'est 5,5 milliards de dollars, tellement énorme. Donc tous les gens qui étaient en long, voilà, ils se sont fait saquer. Si vous voulez plus d'infos sur les leviers, j'ai pas prévu de faire de vidéo détaillée dessus parce que j'aime pas trop ça. Voilà. J'esquive un peu. Le seul truc que vous allez devoir faire, que vous pouvez faire avec les leviers, d'ailleurs c'est ce que je vais faire après, c'est du short x1. Ça consiste en gros, au lieu d'acheter une crypto, c'est comme si vous la vendiez en attendant qu'elle baisse pour la racheter, et la différence, voilà, ça vous permet de faire des gains avec une crypto qui perd de la valeur. Voilà. Petit conseil aussi, suivez les Twitter officiels des cryptos. Par exemple Swissborg, suivez Swissborg par exemple. Suivez, je vais aller dans les recommandations, voilà, Polkast. Ah, j'allais en parler. Polkastarter. Suivez les échangeurs, tout, parce qu'en fait, ça va être les premières infos, les premières grosses infos qui vont jouer sur les prix. Ces compagnies-là vont les balancer sur Twitter en premier. On fait un article sur la site, ça va être sur Twitter.
Donc à part si vous voulez spammer tous les sites possibles, de toutes les cryptos possibles toute la journée, Twitter, limite la cloche si vous avez des investissements, et n'hésitez pas. Franchement, c'est votre meilleure source d'information, c'est la source de l'information. Donc déjà, première chose que je vais faire pour déposer de l'argent, moi je vais faire un deposit via credit card parce que j'ai pas le temps. Je fais la vidéo avec vous là, donc il faut que ça parte. Mais je vous conseille plutôt de faire un dépôt bancaire parce que vous aurez moins de frais. C'est comme quand vous faites un virement à un ami ou à votre maman ou pour rembourser une dette, si c'est juste, ils vont vous donner un IBAN et vous faites un virement vers cet IBAN avec juste des infos qui vont vous donner un code en description du transfert et vous allez recevoir l'argent. Ça met 4 à 5 jours, c'est pour ça que je vais pas le faire, je vais acheter par carte, je vais bien douiller ma race les frais, mais je préfère faire ça. Ok, donc une fois que vous aurez fait la transaction, que ce soit bancaire ou acheté par carte, vous allez dans votre portefeuille Fiat et Spot, qui veut dire en gros argent fiduciaire et crypto-monnaie. Et donc du coup ça me fait 59,3 USDT avec 50 euros. Et c'est parti. Alors déjà la première chose que je vais faire, c'est comme on l'a vu avant, on est peut-être en train de top sur le Bitcoin. Si ça arrive pas maintenant, ça va arriver bientôt. Et du coup comme je sais qu'il va chuter dans les 3 prochains mois, allez, je vais amorcer un short x1 sur le Bitcoin. Pour aller en short, il faut aller en USD Futures. C'est les contrats à terme. Le site est en anglais, je ne sais pas si vous pouvez le mettre en français, mais je le laisse en anglais et en dollars. Alors en gros, déjà, x1. Vous commencez x1. Je veux voir personne faire du x2, même x2. Jamais. x2, bah, allez, x2 peut-être. x3 c'est mort. Mais même x2, faites pas ça, ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent. Donc je viens de me rendre compte, je savais pas qu'on pouvait pas short en dessous de ni longue, en dessous de 0,001 BTC. Et vous savez ce que c'est un millième de BTC en ce moment? Bah, c'est 46 balles. Donc on va pas short le BTC, on va un peu gruger. On va short le Bitcoin Cash. Parce que le Bitcoin Cash, c'est un truc qui a à peu près le même comportement que le Bitcoin, qui est même un peu moins puissant, donc peut-être meilleur encore à short. Euh, bah, on va tout simplement, voilà, un millième de Bitcoin Cash, ça doit faire quoi? 7 balles? Un cash qui doit avoir le même genre de bruit d'ailleurs. Ouh, ouais, pire que ça encore, hein. Bon, vous savez quoi, on va short Bitcoin Cash. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'est la fin. J'ai l'impression que c'est maintenant la fin du bull run. Il y a un truc qui ressemble là, mais là c'est sur 2 jours en fait. Ça veut dire que ça n'a pas été racheté de ouf. Ça n'a même pas du tout été racheté. On est quel jour? Mardi, mercredi, mardi? Ouais, ça sent pas bon pour la semaine. Bon, on va shorter tout ça. On est en x3, donc on va arrêter ça tout de suite. On va se mettre en x1. En x1, oui, exact. Ok, finalement j'ai shorté avec 20 dollars. Donc on est toujours en x1. Donc ça je vais le laisser. Ça va peut-être être sur la durée. Je réalimenterai mon short au fur et à mesure si ça stabilise. Avec d'autres gains. Donc let's go. On va voir ce qu'on peut acheter cette fois-ci. Et là par contre il va falloir avoir le vif. Moi j'ai deux projets qui me plaisent beaucoup, c'est Avalanche et Polkastarter. Pourquoi? Parce que c'est deux concurrents d'Ethereum. Et en ce moment, vu la gueule d'Ethereum, je pense que ça doit pas être une mauvaise idée d'avoir quelques billes sur ses concurrents. Donc je pense que ça va être 20, sur 60 ça va être 20, il me reste 40, donc je vais faire 20, 10, 10. Juste un truc, c'est que pour Avalanche, il doit être quelque part par là. Il est sur Binance, c'est sûr. Voilà, donc on est déjà à diviser par 2, même encore plus bas, depuis son top du 10. On va en acheter pour 20. Vous savez quoi, je vais mettre 10. Je vais mettre 10 d'Avalanche parce qu'en fait, pour Podcast Starter, vous allez voir, il faudra changer d'échangeur. Donc je veux être sûr d'avoir assez pour les frais. Alors ce qu'on on va faire que d'ici la semaine prochaine, on va essayer de faire plus 40%. Ce serait pas mal déjà. Donc en fait, j'ai utilisé une petite technique qui consiste à mettre un ordre limite de vente à plus 80% et un ordre de vente un peu en dessous du prix actuel. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va vendre la moitié à plus 80%. Si ça rechute, on est quand même à plus 40% vu qu'on revend au prix d'achat l'autre moitié. Et si ça continue à monter, tant mieux. On a vendu la moitié, on a pris nos profits, mais ça continue. Ensuite, pour acheter du podcast starter, je vais faire quoi? Je vais aller sur Poloniex. Ok les gars, on fait face à pas mal de difficultés. Pour faire un transfert en Omni, c'est 52 USDT mini. Ethereum ou TRX? On va regarder un peu. Ethereum retrait mini 24, TRX c'est 10, c'est bon ça. Frais de transaction 50 centimes. On passe par là.
Retrait, on veut mettre dans Polka Starter, il nous reste 29, on va mettre 15, et comme ça, ça nous gardera 15 en USDT, et on pourra aller investir si ça chute encore plus. Voilà, pour faire un DCA. Si vous savez pas ce que c'est le DCA, ben bon. En gros, c'est le fait d'acheter pendant que ça baisse à plusieurs prix différents, comme ça votre prix de revient il est moyen, ça lisse le prix de revient, et si vous revenez au même prix plus tard, sans que la crypto ait gagné de la valeur, vous avez quand même fait du bénéfice parce que votre prix de revient est plus bas que le prix où vous l'avez acheté au départ. Ok, alors petite particularité de Poloniex, on peut que acheter en limite. Il n'y a pas d'ordre marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de paires, de petites paires qui listent, qui n'ont pas forcément assez de liquidité pour permettre des achats au prix du marché. Donc Polka Starter, Pols, qui a pris son bon moins 19%, comme tous les alts aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà, on va un peu étirer tout ça. Alors moi, j'ai commencé à en entendre parler. Ici, on va réduire la trollbox. Ici, si j'ai pas de conneries, la semaine dernière, vers 3, il est monté à 7, 5. Donc ça, pareil, c'est un coin qui est codé dans l'écosystème Polkadot, qui est en train de percer d'ailleurs. Le dot qui a pris, je sais pas, x15, x30, on sait plus. Un peu comme Uniswap. D'ailleurs, intéressant, Uniswap qui a fait un airdrop pour tous ceux qui avaient utilisé Uniswap en septembre, ils ont reçu 800 Unis début septembre. Donc à l'époque ça valait 1500 $, donc tout le monde l'a vendu direct, enfin beaucoup de gens l'ont vendu direct. Et il faut savoir que maintenant Uni est à 30 $, enfin pas aujourd'hui, mais il était à 30 $ avant-hier, donc ça fait 25 000 $. Voilà, 25 000 $. Juste si tu as utilisé Uniswap avant septembre et que t'es pas retourné dessus depuis, t'as 25 000 $ qui traînent. Donc bah va les chercher. Voilà. Donc pour Polka Starter, je vais en acheter. Je vais tout acheter. Je vais tout acheter, c'est un petit truc. Je vais pas commencer à faire du 7,50 par 7,50. Je vais mettre les 14,5. Donc là, vous voyez, j'ai acheté en limite à 3,93, sachant qu'il est à 3,93. Donc c'est un peu pour camoufler le fait que c'est pas un ordre de marché. Mais ça devrait passer parce que forcément mon ordre d'achat, en fait, il stoppe tous les gens qui vendent. Ça va forcément pas descendre en dessous si ça déclenche pas mon ordre. Donc c'est presque pareil que de l'acheter au prix du marché, sauf si d'un coup ça se met à monter. Seul truc un peu chiant, mais ça arrive quand même rarement. Donc voilà, avec le bruit, votre ordre va finir par passer. Donc au final, pour résumer, nos trois investissements du jour, on a shorté Bitcoin Cash en x1. On a mis 20 $ pour shorter Bitcoin Cash. On a mis 15 $ dans Polka Starter. Et on a mis 10 $ dans Avalanche. Ok, donc c'est nos trois investissements du jour. Donc on est parti avec 50 €, donc 60 $. Et on a investi 20 plus 15 plus 10, ce qui fait 45 $. Donc on a investi 75% du truc. Et 25% on va les garder pour voir s'il y a des bonnes opportunités de marché la semaine prochaine. Je vais faire l'update toutes les semaines, donc tous les mercredis. Et puis on va voir où ça nous mène. C'est quoi mon nom déjà? C'était Scott, c'est